Merci. Très bien, mais merci beaucoup de votre accueil et de votre introduction. Je suis ravi d'être ici parce que nous avons dû reporter non seulement légèrement en raison de mon séjour à Florence, mais plus longuement, comme beaucoup d'autres choses, en raison du Covid. Donc je suis ravi que nous arrivions finalement à tenir cette conférence ce soir. Et voilà, j'aurais voulu m'attarder plus longtemps à Lyon. J'ai juste eu le temps de passer quelques heures au musée de l'imprimerie, qui est quand même le principal endroit où on peut faire des choses intéressantes à Lyon. Et je reviendrai donc prochainement pour en voir plus. Voilà, je voulais commencer par quelques considérations générales sur les termes qui sont dans le titre de ma conférence, qui présente l'écriture entre la calligraphie, la typographie, pour une part, et puis surtout la gravure, puisque je pense que ceux d'entre vous qui sont des habitués du musée de l'imprimerie ont ces notions tout à fait clairement en tête, mais j'ai constaté que parfois il était utile de les préciser, notamment pour ce qui est de la différence entre la typographie proprement dite et d'autres façons de reproduire l'écriture. Et donc je vais commencer, que ceux qui connaissent déjà tout ça par cœur m'en excusent, par quelques notions techniques, si vous voulez, qui nous seront utiles. Alors, pour définir la calligraphie d'abord, c'est assez délicat. On pourrait définir la calligraphie comme une écriture qui cherche une juste mesure entre la régularité et la liberté, disons. C'est une écriture soignée, mais qui se distingue précisément de la typographie par la liberté que la main et la plume peuvent donner au trait. Et je pense même que probablement à l'époque moderne, après l'invention de la typographie, cet aspect de liberté de la main dans la calligraphie a sans doute été encore accentué par une volonté, si on veut, de se distinguer de la régularité mécanique de la typographie. Ceci à la différence de ce que faisaient les scribes médiévaux, qui, eux, étaient un peu des machines à écrire, dont le but principal était précisément la plus grande régularité, la plus grande lisibilité des textes, avec une part très marginale, souvent laissée à la décoration des traits. Je ne parle pas des initiales peintes, enfin de tout ce qui fait par ailleurs le décor du manuscrit. Donc il y a une régularité, disons, du scribe médiéval, à laquelle succède une inventivité peut-être plus grande du calligraphe à partir de la Renaissance, et qui est, je pense, en partie en réaction à la typographie mécanique. Alors, entre la calligraphie, qui est donc l'œuvre d'une main, d'une plume, et qui produit un objet unique, et les autres procédés dont on a parlé, la différence, évidemment, c'est la distinction entre cet objet unique, précisément, et les multiples qu'on peut produire par l'imprimerie à partir donc du milieu du XVe siècle. Alors, je vais commencer par les aspects techniques. Comme ça, ce sera réglé. Est-ce que vous voyez bien, ou est-ce qu'il y a lieu de baisser un peu la lumière ici, peut-être ? Voilà, c'est peut-être plus clair. Donc, je n'entre pas dans le détail de l'invention de la typographie par Gutenberg, donc au milieu du XVe siècle, avec différentes impressions expérimentales, et puis la grande Bible à 42 lignes de 1454-1455. Je veux juste rappeler donc les éléments essentiels de la manière dont on produit des caractères typographiques. La première opération, c'est la gravure d'un poinçon, qui est en matière dure, en acier, gravé par un artisan spécialiste au bout d'un certain temps. Évidemment, le premier qui a fait ça, c'était plus expérimental, encore que les poinçons existaient déjà, comme vous savez, dans le travail des orfèvres. Et donc, voici un exemple de ce à quoi peuvent ressembler ces poinçons dans un exemple beaucoup plus tardif. Découvert un stock d'anciens poinçons divers de la famille de typographie dans le style des Didot, qui a été découvert récemment par mon ami Rémi Jiménez, que vous avez vu, je pense, il y a quelques années, pour parler des caractères de civilité, dont je reparlerai. Et donc voilà, ce sont des pièces d'acier dur, que l'on grave d'une manière extrêmement précise, évidemment, millimétrique, et avec lesquelles on va ensuite frapper dans un matériau, dans un métal un peu plus tendre,
du laiton ou autre, qui produit donc ce qu'on appelle la matrice. Hein, donc à partir d'un poinçon gravé en négatif, on a une matrice qui présente les lettres dans le sens de lecture, hein, en positif, dans lesquelles, alors ces matrices, on va les placer dans un moule, hein, dont les dimensions s'adaptent à celles de la matrice. Dans le moule, on coule du plomb, et avec ce moule, donc, on produit des blocs de plomb, comme celui-ci, hein, qui vous donnent à nouveau le caractère en négatif. Vous l'ancrez, vous le mettez sous presse, et vous avez finalement l'impression en positif. Hein, donc c'est un procédé à 4 étapes. J'ai pris cet exemple-ci en particulier pour montrer comment, dans les caractères typographiques, on n'a pas nécessairement un bloc de plomb, si vous voulez, pour un caractère. Hein, on peut avoir en particulier des cas de lettres conjointes, hein, ligaturées, qui ont besoin d'occuper le même espace parce qu'une lettre passe sous l'autre. C'est le cas ici avec un S long et un I, hein, et qui sont donc fondus sur le même corps de caractères. Voilà. Et ça, c'est un aspect très important pour les écritures calligraphiques dont on va parler, puisque les ligatures, précisément, hein, la liaison entre les lettres successives, est précisément ce qui caractérise d'une manière générale, hein, les écritures manuscrites par rapport à l'écriture typographique, qui est quand même essentiellement faite de caractères séparés. Voilà. Donc, simplement, c'est quelques notions pour que les choses soient claires pour commencer. Avec cet exemple, donc, qui vous montre, avec la Bible de Gutenberg, la Bible à 42 lignes, qui vous montre comment, évidemment, dès l'origine, le but de la typographie, c'est de faire quelque chose d'identique au manuscrit. Hein, mais ici, au manuscrit médiéval. Et vous voyez comment le texte a été composé en noir, et puis le décor, qui augmente la ressemblance avec le manuscrit médiéval, évidemment, est ajouté après coup, comme il l'était dans les manuscrits médiévaux, où les scribes copiaient d'abord le texte en noir, et ensuite intervenaient les peintres, les rubricateurs qui faisaient des initiales, etc. Donc on a un procédé qui reproduit à la fois en partie la manière de faire, et puis surtout le résultat visuel, hein, du manuscrit médiéval. La complexité de la tâche qui se présente à Gutenberg, c'est celle de reproduire précisément ces écritures médiévales qui, étant manuscrites, pouvaient se permettre une grande variété dans l'unité, et en particulier pour combiner de la manière la plus régulière possible toutes les lettres, prévoyez des ligatures et des formes particulières de lettres pour telle lettre quand elle se trouve à côté de telle autre lettre. Un R qui suit un T, par exemple, n'aura pas la même forme qu'un R qui suit un O. Et donc toute cette variété des règles de la calligraphie, disons, de l'écriture à la plume, fait que la casse de Gutenberg, hein, d'après les comptes qu'on en a fait, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des lettres qui peuvent avoir l'air légèrement différentes, mais on ne sait pas très bien si c'est par accident, si c'est l'encre qui a un peu plus bavé d'un côté que de l'autre. Mais en gros, on arrive à un total de... Bonsoir Alice. On arrive à un total de près de 300 caractères. Ça, c'est un exemple de la casse complète jusqu'au numéro 245. Je vous montre une version simplifiée, sans les signes abréviatifs, etc. Donc, dans une fonte numérique, hein, contemporaine, qui reprend les formes de la typographie de la Bible à 42 lignes. Et ce qu'on voit, alors ce qui est essentiel ici, c'est de voir comment on a à la fois des ligatures, comme je disais, des ligatures à 2 lettres ou à 3 lettres, hein, le couple AE, le couple AS, le couple BA, le couple BB, le couple DAS, oui, DOS, FFB, etc. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est ce que je disais sur la variation des caractères qui ne sont pas fondus comme des ligatures, mais qui vont devoir se placer à proximité d'un caractère précédent. Et c'est en particulier ce que vous voyez ici dans les deux... Il y a 2 P qui sont assez identiques. Dans la partie inférieure, oui, là, c'est le trait inférieur qui est un peu plus oblique dans le deuxième. Mais dans le troisième, vous voyez, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas le losange initial. Ça paraît rien, ça paraît négligeable, mais en réalité, c'est parce que ce P va venir après une lettre qui se termine par un trait horizontal qui va venir buter à cet endroit, et donc il n'y a pas la place pour le losange, etc. Ça applique strictement des règles qui étaient celles des scribes, hein, qui faisaient la même chose à la plume. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez la complexité des contraintes de la typographie imitant le manuscrit.
Deuxième phase, si on peut dire, dans cette évolution. Alors, on pourrait parler de l'évolution des caractères gothiques, des caractères romains. On passe sur tout ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment se présente la première typographie qui imite spécifiquement une écriture de type cursif. Hein, donc une écriture dont les caractères sont liés. C'est en l'occurrence des caractères que nous appelons aujourd'hui les caractères italiques, hein, et qui imitent donc la forme utilisée par un certain nombre de manuscrits, pour un certain nombre de manuscrits qui étaient écrits entièrement en italique, notamment des manuscrits de poésie. Et ici, donc, nous avons l'édition de Virgile par Aldemanus, le grand imprimeur vénitien, en 1501, avec les caractères gravés pour lui, les poinçons, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, gravés par Francesco Griffo, et qui présente, vous voyez, des caractères qui sont penchés, ce qui crée des problèmes d'approche entre les lettres, hein, parce que les blocs de plomb, eux, sont verticaux, donc il faut travailler les approches en fonction de ça. Et puis, ce problème donc, est réglé en partie par la présence d'un certain nombre de caractères qui sont gravés comme des ligatures déjà. Vous voyez ici le couple MU, par exemple. Hein, les caractères sont enchaînés d'avance. Ce ne sont pas des caractères séparés qu'on a réunis. Et là aussi, en passant, vous voyez comment le livre a été décoré comme un manuscrit, hein, avec de l'enluminure, etc. Ces caractères sont inspirés spécifiquement de l'écriture d'un calligraphe en particulier de la fin du XVe siècle, enfin, de la deuxième moitié du XVe siècle, qui s'appelle Bartolomeo Sanvito, un des plus grands calligraphes de l'époque. Et quand on compare cette écriture avec la sienne, c'est effectivement très proche. On pourrait ajouter à cela un cas, disons, encore plus spectaculaire, hein, d'écriture liée, qui est celui de l'écriture grecque. Tous ceux qui ont fait du grec au lycée ne savent pas, moi aussi on me l'a caché quand j'ai fait du grec au lycée, que l'écriture qu'on a dans le grec imprimé qu'on a dans les manuels d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le grec tel qu'il était imprimé encore à la Renaissance et qui imitait scrupuleusement l'écriture des calligraphes byzantins, qui, étant des Byzantins et aimant les choses compliquées, faisaient des acrobaties calligraphiques avec des lettres qui s'enchaînaient même en sautant par-dessus la lettre qui est entre les deux, des couples, des lettres superposées, des lettres groupées à 3 ou 4. Et l'exemple le plus connu, pour avancer un peu dans le temps, là on est dans les années 1540, c'est l'écriture de ce calligraphe byzantin qu'on appelle Ange Vergès, que vous voyez ici à gauche, et qui a servi de modèle pour graver les poinçons de ce qu'on appelle le romain du roi. Donc le romain créé, pardon, pas le romain du roi, les grecs du roi, bien sûr. Le romain du roi, c'est plus tard. Les grecs du roi gravés, produits donc par Garamond, peut-être déjà par son maître Augereau, pour François Ier, hein, et avec toutes les ligatures, hein, que l'on voit ici, donc à l'imitation de l'écriture du manuscrit. Et voilà donc ce qu'on conserve encore aujourd'hui, ce chef-d'œuvre de gravure de poinçons, qui se trouve dans les collections de l'Imprimerie nationale, hein, les poinçons originaux du grec du roi, dans lequel vous voyez des mots entiers. Là c'est le mot al, A2L, mais en grec. Hein. Évidemment, vous le voyez à l'envers. Hein. Et vous voyez donc des mots entiers, hein, qui sont écrits sous forme de ligature. Voilà, et donc ça c'est la typographie, ce qu'il ne faut pas confondre avec la gravure. Hein. La gravure, comme on va le voir, consiste à reproduire un texte correspondant à une page entière, ou parfois un élément d'une page, sous forme de plaques. Hein. Alors d'abord des planchettes de bois, en gravure sur bois, en xylographie, et puis plus tard gravées sur cuivre, hein, donc en calcographie. La différence essentielle entre les deux procédés étant que la gravure sur bois produit... Bon, on retire tout ce qu'on ne veut pas imprimer du bois et on obtient donc un relief, et on imprime ce relief. Ce qui fait en particulier que la gravure sur bois peut s'imprimer en même temps que des caractères typographiques dans une même page, puisque tout ça passe sous une presse à imprimer classique, hein, typographique. La gravure sur cuivre, en revanche, c'est une gravure en creux, au burin,
L'encre, là, on l'étale sur toute la plaque, on nettoie la plaque, l'encre reste dans les creux, et on la passe sous une presse d'un type différent, qui est une presse à rouleau, et qui écrase le papier, qui va chercher l'encre dans les creux. Voilà, donc ça ne peut pas s'imprimer en même temps que la typographie, c'est un procédé différent. Et les deux procédés se succèdent dans les livres que nous allons voir. C'est comme moyen de reproduire la calligraphie, au-delà bien sûr de ce dont serait capable la typographie, comme variété et liberté de forme. Les premiers livres d'écriture, alors, livre d'écriture, c'est un terme très générique. C'est un terme qu'on utilise pour dire des livres qui servent essentiellement à enseigner l'écriture, qui donnent donc des modèles d'écriture, qui sont à la fois des instruments pédagogiques, si vous voulez, mais aussi un instrument promotionnel des calligraphes, des maîtres d'écriture, qui produisent de cette manière à la fois des livres que vous pouvez utiliser chez vous pour enseigner à vos enfants sans maître, etc., comme disent certains titres, mais aussi pour faire de la publicité, pour attirer des élèves à leur propre cours, pour faire valoir leur talent dans le milieu professionnel qui est le leur. Et il y a en effet un grand aspect de rivalité, de concurrence, y compris de plagiat, etc., avec des conflits parfois violents entre tous ces calligraphes. Et donc il est très important pour ces calligraphes que leur écriture soit reproduite le plus fidèlement possible en gravure, puisque sinon c'est leur propre travail qui est déconsidéré. Et d'une manière générale, donc, dans la production de ces livres d'écriture, une part peut-être sous-estimée jusqu'ici revient précisément au rôle des graveurs. Il faut un graveur capable, sans quoi il vaut mieux ne rien publier. Et on voit très bien des périodes où il ne sort pas grand-chose, et puis tout d'un coup arrive un graveur génial, et tout le monde se précipite pour se faire un livre. Et c'est particulièrement visible, on le constatera à Paris au XVIIe siècle, par exemple. Alors, les premiers cas sont des contre-exemples particulièrement intéressants. Alors, les premiers livres d'écriture sont publiés dans les années 1520 en Italie et en Allemagne. Premiers livres d'écriture comportant des écritures, disons, cursives, courantes, qui peuvent servir à enseigner l'écriture à tout un chacun, pour les écritures dont on a besoin dans la vie de tous les jours, aussi bien que pour des professionnels. Alors, le contre-exemple dont je parle, c'est un peu avant, c'est 1514. C'est cette écriture, théorie et pratique de l'écriture, par Sigismondo Fanti en 1514, qui présente des modèles gravés, alors avec une construction géométrique très complexe, un peu théorique, de la lettre gothique, de la lettre capitale, etc. Et puis, il arrive aux pages où il va vous présenter l'écriture cursive courante. Et là, les exemples sont en blanc, puisqu'il n'a pas réussi à trouver un graveur, visiblement, capable de faire ce qu'il aurait voulu. Et on trouve, alors, soit ça, soit il était prévu de les remplir à la main. Ce qui est possible, mais je ne crois pas qu'on ait rencontré d'exemplaires de ce livre avec des exemples d'écriture faits à la main. Il en existe, en revanche, en Angleterre, au XVIIe siècle encore, des livres bon marché faits par des maîtres qui n'ont pas les moyens. Ils laissent en blanc, et puis ils complètent chaque exemplaire à la main, avec y compris les lettres à l'intérieur du texte. Le A se fait comme ça, ils vous font le premier trait du A, le deuxième trait. Ça doit prendre un temps infini. En tout cas, la gravure, là, n'a pas suffi. Les premiers livres gravés présentant ce type de modèle, donc, apparaissent en Italie en 1522-24. 1522, c'est peut-être la date à laquelle on a gravé la première page, mais le livre semble être sorti après. C'est ce livre très célèbre de Ludovico Arrighi de Vicence, donc Ludovico Vicentino, Ludovico de Vicence, qui présente l'écriture dite cancelleresca en italien, donc l'écriture de chancellerie, l'écriture des secrétaires, l'écriture courante, qui sert à faire les documents, la correspondance, etc. À peu près à la même époque, 1519, sauf erreur, sortent les premiers exemples d'écriture gravée en Allemagne par Johann Neudorfer. Et ça, c'est pratiquement une espèce de polycopier pour ses élèves. Ça n'a pas eu de diffusion commerciale, semble-t-il. Ce sont des grandes feuilles sur lesquelles on voit que la gravure arrive là à un degré de finesse déjà extraordinaire, gravure sur bois, dont seuls les graveurs allemands, sans doute, étaient capables à cette date-là. Pensez à Dürer, à Schongauer. L'écriture italienne est presque plus facile à représenter, puisqu'elle est plus linéaire, plus simple, alors que l'écriture allemande, cursive gothique avec ses envolées, ses filets décoratifs, c'est un chef-d'œuvre de gravure dont il y a peu d'exemples, mais il y en a quelques-uns.
Deuxième livre produit par le même maître, là c'est une expérimentation technique tout à fait extraordinaire. C'est le premier livre avant longtemps qui soit gravé sur cuivre, mais là ce n'est pas fait au burin, c'est fait à l'eau forte. Donc c'est fait à l'acide, hein, c'est-à-dire qu'en fait il a revêtu ses plaques de cuivre avec une couche de cire dans laquelle il écrit directement avec, sans doute pas une plume parce que ça se remplirait de cire, mais avec un instrument qui lui permet de reproduire les effets de la plume. Mais donc sa matrice, disons sa plaque, est écrite à l'endroit. Et donc ça va s'imprimer à l'envers. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il imprime à l'envers et aussitôt il reporte sa feuille encore mouillée sur une autre feuille, un procédé d'une virtuosité extraordinaire. Et dans un certain nombre d'exemplaires de ce livre, on a à la fois le positif et le négatif reliés ensemble. Hein. Donc en fait, il faut voir le négatif, enfin, la page renversée produite d'abord, hein, comme moyen intermédiaire pour ensuite produire la page à l'endroit. Et là, vous voyez comment la finesse des traits, encore supérieure évidemment, montre ce qu'on peut tirer du cuivre, hein, plus que du bois. Voilà une autre planche du même livre. Les extraordinaires inventivités calligraphiques, là, évidemment, il ne saurait être question de faire ça en typographie. Hein, on est vraiment dans une dimension tout à fait différente. Et voilà, je l'agrandis encore un peu. Hein, comme ça, vous voyez les filets ornementaux. C'est absolument stupéfiant. Et voici donc peu après, dans les années 1540, un livre fait dans un style comparable par un maître suisse-allemand, donc on est dans la même, si vous voulez, mouvance graphique et linguistique, et qui produit ça, qui fait graver ça, lui, en bois. Hein, donc vous voyez à nouveau de quoi on est capable en bois. On n'a pas exactement la même finesse de trait, hein, que dans ce qui précède, mais on a quand même une virtuosité, comme je disais, des graveurs allemands qui sont capables de ce que personne d'autre, pratiquement à la même époque, ne saurait faire. Et donc, en France, on est encore bien loin de ça. Dans ces années-là, visiblement, il n'y a aucune trace, hein, d'une tentative de publication de livres d'écriture comparables. On n'a rien avant les années 1560. Ce qu'on voit, alors là encore, c'est une sorte de contre-exemple. On voit que ces maîtres écrivains ont envie de publier des modèles, mais ils font ce qu'ils peuvent dans les techniques dont ils disposent. Et ils commencent par publier des livres qui présentent non pas des modèles gravés, enfin des modèles qui montrent la forme de l'écriture, mais des modèles qui donnent simplement le texte dont un maître écrivain peut se servir pour faire des modèles pour sa classe. Donc les classiques petits quatrains moraux, des petits poèmes sur l'écriture, des textes en vers toujours, qui sont la base de la pédagogie de l'époque. Hein. Et donc ce sont des textes poétiques, si on veut, mais que les historiens de la littérature ont regardé de très haut en disant qu'est-ce que c'est que ces vers ignobles, ces vers de Mirliton, classés par ordre alphabétique, etc. Et en fait, ça n'a pas une vocation artistique et poétique, c'est vraiment des manuels pour servir de matériaux bruts à l'enseignement. Et donc parmi les premiers, oui, tout premier, 1556, nous avons ce premier volume par Pierre Habert, qui fera une très belle carrière administrative ensuite, qui laissera tomber les cours d'écriture, l'Institution de vertu, 1556, et qui a un lien déjà avec Lyon. Alors, oui, j'aurais dû le dire en commençant. Comme parmi les quelques centaines de livres, hein, du genre dont je parle, on pourrait faire des sélections sur des critères très très divers, j'ai choisi de me centrer autant que possible sur des modèles lyonnais, ce qui m'a finalement paru intéressant et m'a fait apparaître des groupements et un rôle particulier de Lyon à certaines époques qui sans ça, n'aurait peut-être pas été aussi visible. Et donc là, alors lui, tout à fait, il n'est pas lyonnais du tout, il est berrichon, il fait carrière à Paris, mais curieusement, il y a beaucoup de lyonnais dans la production de ce livre. Le livre est dédié à un banquier lyonnais, hein, qui s'appelle Nicolas Dupré, père de 2 élèves. C'est très souvent comme ça, on dédie son livre d'écriture au père d'un élève ou à l'élève même, en fonction de l'âge. Et donc, il a en même temps, il y a dedans des vers à la gloire de l'auteur par un poète obscur qui s'appelle Vital Besset, mais que je pense avoir identifié comme un chanoine de Saint-Paul de Lyon. Voilà, donc il y a une connexion lyonnaise. Et puis surtout, alors c'est un livre qui va avoir un énorme succès, qui va être édité et réédité sans cesse, à Paris, à Rouen, à Rotterdam
et à Lyon. Et dans les dernières éditions, pratiquement, il y a 2 éditions lyonnaises au moins, chez les Rigaud. Le chemin de bien vivre avec le miroir de vertu. Le titre a évolué entre-temps. Et donc, voilà, à Lyon, il y a, à la fin du XVIe siècle, à la fois un début de livres gravés, comme on va le voir, et puis la permanence, malgré tout, de cet autre genre littéraire. Alors, là où Lyon entre vraiment en scène pour la reproduction de l'écriture, et de l'écriture cursive à la française, c'est 1557, évidemment, la création du caractère dit ensuite de civilité par Robert Granjon, comme une réponse française à l'italique que nous avons vu avant. Pourquoi est-ce que nous utiliserions une cursive italienne alors que nous avons notre propre cursive ? L'idée de Granjon, c'est de faire un caractère qui pourra servir à imprimer tout et n'importe quoi, un caractère de labeur. En réalité, il va se trouver assez vite restreint dans des emplois limités, dans des livres pour les enfants, des livres reproduisant des actes royaux, par exemple, et donc imitant l'écriture à la française de ces actes. Donc là, il y a une connotation liée au pouvoir royal, si vous voulez, de ce caractère français en tant que tel. Mais dès le début aussi, Granjon lui-même s'en sert pour imprimer des livres pour l'enseignement de l'écriture. Et donc là, paradoxalement, voilà, alors que les paléographes ont tendance à penser qu'une fois que Gutenberg entre en scène, c'est la fin de l'écriture manuscrite, qu'il n'y a plus rien à dire de l'histoire de l'écriture à la plume, en réalité, on voit comment la typographie prolonge le travail de la plume et interagit et sert de modèle d'enseignement aussi bien pour des élèves qui vont copier donc à la plume ce qui est ici imprimé avec un caractère typographique. Et c'est donc ici ce livre publié en 1557, l'exemplaire pour bien et proprement écrire la lettre française. Et vous voyez les effets de la plume, ces allongements de traits en fin de mots, etc. On essaie vraiment de reproduire, de rendre l'idée du mouvement dans l'écriture. Et voilà à quoi ressemblent les pages. Donc un petit texte de 2 lignes. Ensuite, on répète les premiers mots, à toi Seigneur, et le reste, c'est pour copier les exercices à la suite. C'est pour faire plusieurs reprises du texte dans la page. Et à Lyon, donc, ce procédé continue. On a d'autres livres par Robert Granjon lui-même qui sont destinés aux enfants aussi. Bon, ça, c'est pas tellement un livre d'écriture, mais on voit c'est plutôt un livre à lire, mais il indique quand même dans le titre « Instruction chrétienne pour la jeunesse de France en forme d'alphabet », propre pour apprendre les enfants, tente à lire, écrire et lier les lettres. Donc il le considère malgré tout, il n'y a pas de modèle d'écriture en tant que tel, mais il considère qu'on peut utiliser ce livre pour apprendre toujours à écrire en copiant. Là aussi, première édition 1557, celle-ci est de 57, je n'en connais pas d'exemplaire. Et un dernier cas encore, 1566, les exemplaires d'écriture française donc de Jean Liébaud, publié chez Antoine Voulant, avec une page de titre beaucoup plus artistique, et un format différent, un folio vertical cette fois, dans lequel on retrouve le même type d'exercice, enfin de modèle suivi du premier mot à reprendre, apprendre. Et quand on voit le format du livre entier, on voit que là aussi c'est fait pour copier dans cette grande page blanche. Et ça sert en même temps donc de manuel et de cahier, si vous voulez, pour l'élève. Très souvent, ces livres d'écriture, on les trouve comme des petits livres oblongs. Et en fait, je soupçonne que dans un certain nombre de cas, on a affaire à des livres qui étaient peut-être verticaux au départ et qu'on a tranché pour garder uniquement la partie imprimée dans les collections postérieures. Ce qui fait qu'on a perdu des exercices qui auraient été bien intéressants à observer. Dernier exemple dans le même genre, 1579, et là on est bien après les premiers livres gravés, et on voit qu'on continue à utiliser ce genre de procédé pour faire des livres de modèles d'écriture. Donc ici, chez Antoine Griffe, autre grand imprimeur, bien sûr, l'exemplaire pour bien et proprement écrire la lettre française. Ils ont tous un peu le même titre. Et donc ça, c'est la fin de ce genre-là pour la France. Il y a des prolongements aux Pays-Bas, en particulier où Plantin avait repris la même méthode à Anvers. Mais en France, donc, la bascule se fait au début des années 1560, et c'est là qu'on commence à avoir les premiers livres gravés, avec l'entrée en scène d'un personnage tout à fait extraordinaire, sur lequel on pourrait passer trop de temps, qui est Pierre Hamon.
Donc, alphabet de l'invention des lettres en diverses écritures par P. Hamon B, c'est-à-dire Pierre Hamon Blaisois, blaisien, enfin, de Blois, maître de la plume d'or à Paris, etc. Alors, il n'est pas seulement maître de la plume d'or, ça c'est l'enseigne de son école, disons, il est aussi le maître d'écriture du roi Charles IX et secrétaire de la chambre de Charles IX. Et ses rapports avec Charles IX se sont compliqués apparemment quand il a été pris en flagrant délit de contrefaçon d'une signature royale, dit-on. Enfin, une affaire très peu claire, d'autant moins claire qu'il a été condamné donc, par le Parlement en 1569, un jour où le roi n'était pas là, le roi qui devait quand même le protéger. On a brûlé Pierre Hamon et les documents du procès en place de Grève, et quand le roi est rentré, il n'y avait plus rien à voir. Donc on ne sait pas très bien ce qu'on lui reprochait. Il était protestant, ça c'est clair. Mais il avait aussi chez lui, on a dit, des libelles contre le Parlement, etc. Donc le Parlement, on avait peut-être plus immédiatement après lui, pas uniquement pour des raisons de religion. Et donc ça, c'est son premier livre. 1561, c'est la date, pareil là aussi, de début de production du livre, mais qui semble être sorti peut-être plus tard. Et là, c'est gravé sur bois. Et donc on a la grande animation, la grande variété de l'écriture à la française qu'il pousse le plus loin qu'il peut avec la gravure sur bois, dans ces planches d'une virtuosité extraordinaire, la lettre mignarde, vous voyez le détail, et on voit le grain du bois même, on voit bien avec quelle matière on travaille. Et donc ça c'est voilà, le premier livre de Pierre Hamon, et suivi peu après du second. Alors là, ça dit 1613, mais c'est une réimpression. Non, pardon, je suis en train de vous dire une bêtise. Ce n'est pas encore le livre suivant. C'est une réimpression tardive du même livre. Ce qui montre que le bois, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, peut servir longtemps à faire de l'impression. On ne sait pas combien d'exemplaires, mais le bois est plus résistant qu'on ne le suppose souvent. On voit qu'il y a quelques lettres un peu fracturées, etc., mais les planches sont encore en très bon état en 1613, donc 50 ans après. Voilà, et son deuxième livre, c'est celui-ci, donc, qui est de 1564-66, l'alphabet de plusieurs sortes de lettres, ici une réimpression de 1573, et là, vous voyez la différence, c'est gravé sur cuivre. La différence se voit alors à la fois dans la finesse des traits, et puis techniquement, la différence aussi, c'est que dans les livres gravés sur cuivre, on le voit peut-être mieux ici, il y a toujours ce qu'on appelle la cuvette, c'est-à-dire l'impression de la plaque qui s'enfonce dans le papier, alors vous le voyez, c'est un peu fantomatique, mais sur les bords, là, c'est très. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans l'impression avec des gravures sur bois, puisque c'est en relief. Et donc là, à nouveau, voilà, lettre mignarde, nous avons à nouveau le même type d'écriture. Et vous voyez, alors, ça n'a pas encore l'extrême finesse ça n'a pas la finesse de ce qu'on avait chez Neudorfer en eau-forte, ça n'a pas non plus la finesse de ce qu'on aura au burin plus tard, mais il n'y a pas encore à cette date de graveur spécialisé en écriture. Et c'est vraiment un métier, comme on va le voir, qui émerge plus tard. Son graveur n'est pas mentionné, je soupçonne très fort que son graveur, alors ici autre exemple, pardon, je reviendrai à son graveur, ça c'est l'écriture la plus cursive de toutes dans son manuel, qui est d'une cursivité tout à fait extraordinaire. Et ce qui est étonnant, c'est de penser que c'est donné comme modèle idéal d'écriture. Ce n'est pas une écriture de cochon, c'est une écriture de grand expert qui arrive à ce niveau de vitesse qui fait qu'il faut un expert pour lire le texte après. C'est une écriture de secrétaire, de notaire. Ce n'est pas l'écriture de tout le monde. Et ça s'appelle donc de la minute, le genre d'écriture qui pourrait servir pour des minutes de notaire. Et son graveur, je disais, oui, je soupçonne très fort que c'est un homme qui s'appelle Philippe d'Amphrey, et qui était spécialisé, lui, dans la production notamment d'instruments scientifiques, et notamment astronomiques, dans lesquels on voit des légendes, si vous voulez, tout ce qui est légendé là, dans le métal est gravé avec une finesse extraordinaire. Et d'Amphrey a participé avec Hamon, par ailleurs, à des entreprises typographiques, justement. D'Amphrey était protestant aussi, ils ont publié ensemble un catéchisme de Calvin, enfin, ils prenaient des risques considérables à Paris. Et donc je pense que c'est cette connexion-là. Hamon, par ailleurs, alors, avait prévu de produire ce qui aurait été le premier recueil paléographique de tous les temps. Il avait vraiment une passion pour l'histoire de l'écriture. Et ses manuels, d'ailleurs, son premier manuel n'est pas fait de vers de Mirliton sur des vérités morales, il est fait d'une histoire de l'écriture empruntée à différents textes.
Et il a fait le tour des bibliothèques de Paris, de Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, etc., à la recherche de manuscrits médiévaux dont il voulait faire des copies qu'il a faites donc sous forme manuscrite, dans un petit manuscrit merveilleux qui est aujourd'hui à la BNF. Donc il avait le projet de publier, et il a été exécuté donc en 69 avant d'avoir pu terminer. Et heureusement, on conserve ce manuscrit qui est tout à fait étonnant. Il y a là des écritures antiques romaines tirées de papyrus. Enfin, il est vraiment allé chercher des écritures extraordinaires. Voilà, deuxième phase. La deuxième phase de cette production française nous amène directement à Lyon. On est toujours dans le milieu des Huguenots. C'est Jean de Beauchesne, parisien, lui, qui était émigré en Angleterre et qui a produit en Angleterre le premier manuel d'écriture anglais. Et puis qui ensuite a voyagé, a rencontré les calligraphes italiens, passé beaucoup de temps en Italie à se perfectionner. Et repartant vers l'Angleterre, il fait halte à Lyon et il fait graver un livre magnifique d'écriture à l'italienne et à la française, qui est celui-ci, le Trésor d'écriture, auquel est contenu tout ce qui est requis, nécessaire à tous amateurs du diar. Et en même temps, c'est intéressant, on voit que ça ne s'adresse pas seulement à des débutants ou à des professionnels, mais aussi bien que la calligraphie devient aussi un art qu'on peut pratiquer pour son plaisir. Et il publie ça donc chez l'auteur Henri Mercière, à l'enseigne de la Trinité à Lyon, 1580. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'en 1580 aussi, sort à Lyon en même temps une contrefaçon du livre de Hamon. On a l'impression que le livre de Beauchesne, tout d'un coup, fait apparaître une sorte de créneau commercial. On se dit, tiens, le livre d'écriture, c'est bien, c'est porteur. Et on reprend, alors ça c'est le deuxième état du premier livre de Hamon qu'on a vu tout à l'heure, Alphabet de l'invention des lettres, qui était devenu, dans une deuxième édition, l'Alphabet de l'invention et utilité des lettres. Ça c'est l'édition de Paris 67. Revue corrigée, de nouveau augmentée par lui-même, par Lucas Breillet, donc dans la grande salle du Palais. Et ça, c'est l'édition lyonnaise, qui est une copie. Donc on a regravé les planches à l'identique. C'est très bien fait. C'est un peu moins fin. Si vous regardez le D ici, par exemple, comparé avec celui-là, voilà, en faisant le jeu des 50 erreurs, on peut voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, simplement remplacé en typographie, alors, à Lyon, par Louis Cloquemin, 1580. Voilà. Et donc ça, ce sont les premiers essais où on voit des graveurs déjà plus ou moins habiles. À partir du changement de siècle, entre le XVIe et le XVIIe, on voit une progression très nette de la capacité de graver l'écriture et qui tient vraiment à des individus, des graveurs qui se spécialisent là-dedans avec un talent tout particulier. Et ça crée aussitôt, ce qui n'existait pas tellement auparavant, du moins en France. En Italie, il y avait déjà eu des cas semblables, mais des conflits entre le calligraphe et le graveur. Des conflits qui sont de l'ordre de la querelle de propriété intellectuelle, à qui appartiennent les plaques, artistiquement, si vous voulez, quand elles sont faites d'après l'écriture du maître écrivain, mais par un graveur. En Italie, je dis, il y avait déjà eu des conflits de cet ordre-là. En France, ça commence avec, en 1599, avec ce livre publié par Guillaume le Gagneur, qui est le plus grand calligraphe français de la fin du XVIe siècle, qui lui travaille à Paris, et qui publie un livre extraordinaire en 3 parties, l'écriture française, l'écriture italienne et l'écriture grecque, ce qui est tout à fait extraordinaire, tout à fait inhabituel. Et ce livre est gravé par un graveur qui s'appelle Simon Frisius, Simon de Frise, qui arrive des Pays-Bas, qui était graveur, pas spécialement calligraphe auparavant, qui apprend le métier avec le Gagneur. Et aussitôt, il commence à y avoir des problèmes. Frisius trahit le Gagneur pour aller travailler pour un autre calligraphe concurrent. Et puis commence à faire ses propres livres de calligraphie, qui sont magnifiquement calligraphiés et plein de fautes d'orthographe parce qu'il n'est pas français. Et ensuite, il repart aux Pays-Bas et il se met à graver les livres de Jan van den Velde, qui est le plus grand calligraphe peut-être de tous les temps, enfin, en tout cas des Pays-Bas au XVIIe siècle. Et on voit vraiment, alors, le Gagneur, Jean de Beaugrand, son rival, Robert Vignon, un autre maître parisien, et les livres de Frisius. On voit comment il y a une explosion de livres d'écriture à Paris entre 1599 et 1602, en gros, entièrement grâce à la présence de Frisius. Et les conflits avec le Gagneur se traduisent dans le livre lui-même. On voit, alors ça, c'est la technographie, c'est la première page
de la partie française. Et donc on voit la finesse de la modulation des traits, disons, du rendu du travail de Le Gagneur. Ici, dans des pages où on voit les pages entièrement constituées d'abréviations, comme modèle d'enseignement. Ensuite, l'écriture à l'italienne, qui est donc la cursive plus moderne, si vous voulez, l'italique. Pareil, avec une finesse de travail qui a peu de rivaux à l'époque. Et puis, la partie grecque. Et là, je peux vous montrer un manuscrit de Le Gagneur qui présente le même texte, vous voyez, si on les superpose, la perfection de la gravure. Et en même temps, on note quelque chose que les graveurs eux-mêmes disent au XVIIIe siècle en particulier. Je fais de mon mieux, mais il y a un moelleux dans l'écriture à la plume qu'on n'arrivera jamais à rendre en gravure. Il y a malgré tout une espèce de petite sécheresse supplémentaire qui tient au procédé d'impression. Alors ça, c'est la page de titre de la deuxième partie du livre de Le Gagneur, la risographie, c'est-à-dire littéralement, comme c'est écrit en dessous, les sources de l'écriture. C'est donc l'écriture italienne. On voit le premier état. Alors ça, il existe, à ma connaissance, un seul exemplaire de ce premier état, dans lequel il y a écrit « Simon Frisius, sculptor literarum » ici. Il a mis ça c'est l'initiative du graveur qui a mis son nom là. Deuxième état, hop, éliminé. On a mis 4 vers à la gloire de l'auteur, donc de Le Gagneur, et le nom de Frisius se retrouve ici, mis sur le côté. Ensuite, il y a un procès entre Le Gagneur et Frisius. Le Parlement tranche en disant les plaques appartiendront pendant 10 ans à Le Gagneur, et ensuite il devra les restituer. En fait, il ne les rendra jamais parce que Frisius est reparti aux Pays-Bas. Et il profite pour faire disparaître complètement le nom de Frisius dans le dernier état. Et donc là, en observant simplement les menues variations, ces petits détails dans les plaques, ça nous raconte en même temps des histoires sur les circonstances, disons, de la production. En l'occurrence, pour cette affaire-là, on a des documents du procès, etc. Donc on est d'autant plus sensible, enfin on comprend d'autant mieux ce qui se passe. Après cette première effloraison, disons, à Paris, il y a dans la première moitié, enfin dans le premier quart, disons, du XVIIe siècle, un moment unique dans l'histoire de la production de ces livres en France, qui est un moment de prédominance, disons, de la production provinciale sur la production parisienne. À Paris, Frisius est parti, il ne se passe plus rien. C'était vraiment lié à lui. Alors que dans les différentes provinces, on voit apparaître quelques livres dans cette époque-là qui sont liés à chaque fois soit à un graveur de passage d'un talent particulier, un Allemand qui est en voyage, qui va à Rome et qui grave de livres à Avignon, ou bien on commence à voir le début d'une tendance de certains calligraphes à se graver eux-mêmes, à prendre le métier de gravure en disant aucun graveur n'est capable de faire aussi bien que ce que je voudrais, je prends le burin et je fais moi-même. Dans ces livres-là, il y a en particulier un très beau livre. Alors vous voyez, c'est l'époque des titres à la grecque, la risographie, la technographie, etc. Et là, c'est le paranymphe de l'écriture ronde. Et donc ça, c'est un livre qui est produit à Moulins, dans l'Allier, de façon tout à fait inattendue, par un maître écrivain qui s'appelle Desmoulins, justement, et qui se grave lui-même en 1615. Et là, on voit aussi comment, quelque chose qu'on va voir régulièrement, c'est-à-dire que les graveurs, les calligraphes associés à un graveur ou se gravant eux-mêmes produisent d'abord des livres qu'ils commercialisent eux-mêmes. Parce que la presse a imprimé la presse calcographique, la presse à rouleau, dont j'ai parlé, est beaucoup moins onéreuse et plus facile à actionner pour une seule personne que la presse typographique. Donc vous pouvez imprimer vos livres chez vous et les vendre comme ça à votre propre adresse. Et donc on voit très très souvent, au XVIIe siècle et encore en partie au XVIIIe, des livres qui sont vendus chez l'auteur et ensuite chez un tel marchand d'estampes. Ça veut dire que l'auteur est mort et les plaques continuent leur vie. Ils ont un cycle de vie parfois très long. Il y a des livres qui sont réimprimés pendant 150 ans, dont on verra un exemple ou deux. Et donc là, c'est l'exemple d'un livre qui a paru dans un coin où peut-être le débouché commercial n'était pas énorme, à Moulins. Et on voit comment le deuxième état de ce livre, c'est chez des imprimeurs lyonnais qui se sont procurés les plaques par des moyens qu'on ne peut pas connaître,
qui ont ajouté simplement, vous voyez en bas, leur nom, hein, Savary et Gautier. Et puis la date a été changée de 1615 en 1625. Voilà. Et puis en 1644, après la mort de Gautier, Savary reste tout seul et refait une impression 1644, donc il change encore la date parce que l'adresse a changé. Mais vous voyez donc là, pendant plusieurs décennies, le même livre. Et c'est un livre alors qui est admirablement gravé. Et l'exemple que vous voyez ici, je l'ai photographié tout à l'heure au musée de l'imprimerie. Voilà. Donc c'est un très bel exemplaire, tout à fait complet. De ce livre. Et ça, par contre, le précédent, ce que je vous montre, c'est l'unique exemplaire qui est conservé à San Francisco. Et on voit que même la gravure n'est pas encore tout à fait achevée si on compare le visage ici avec celui-là. Hein, on voit que c'est un premier état de la gravure, donc rarissime, là, avec des planches qui ne sont nulle part ailleurs. Voilà, il est à la bibliothèque publique de San Francisco. C'est vraiment un des charmes du travail que j'essaie de faire depuis des années, qui est un catalogue complet de ces livres d'écriture, hein, en essayant de voir autant d'exemplaires que possible. Genre, le livre de Desmoulins, j'en ai déjà vu 12 exemplaires. Je dis, bon, je vais en voir un de plus. Ça en sera un de plus. Et puis tout d'un coup, il n'est pas comme les autres. Hein. Et ça, c'est bon, dans le livre ancien. Hein, si vous intéressez à l'histoire du livre, vous savez que chaque exemplaire est potentiellement différent et ajoute une étape, hein, dans l'histoire d'un livre. Voilà. Alors à Paris, les choses reprennent à la fin des années 1620 avec un personnage tout à fait exceptionnel, encore une fois, qui est Pierre Moreau, qui était, comme le dit son premier livre, clerc aux finances. Donc lui, c'est un gratte-papier professionnel au départ, qui a pris plaisir au travail de la plume, qui devient, alors comme disait la page de titre de Beauchesne, hein, bon, ceux qui prennent plaisir à cet art, voilà. Pierre Moreau en est un parfait exemple. Il se fait recevoir maître écrivain, il entre dans la profession, hein, il entre dans la corporation des maîtres écrivains jurés de Paris. Il grave ses propres modèles. Alors au début, c'est un peu maladroit, les pleins et les déliés sont encore un peu brutaux, après ça devient nettement plus subtil. Et ça, c'est son premier livre, achevé à Paris en 1626. Et ensuite, étape supplémentaire, en 1643, il devient typographe. Et il commence à graver des caractères typographiques imitant l'écriture manuscrite. Et donc c'est le premier exemple de cursive depuis Grandjon, hein, et les premières nouvelles italiques depuis pratiquement les modèles de la Renaissance. Et donc voilà quelques exemples de sa gravure. Donc ça, c'est de la gravure sur cuivre, hein, avec des exemples qui sont en grande partie des exemples de documents administratifs, hein, c'est ce qu'il connaît, et ça se destine à des professionnels. Et voilà son chef-d'œuvre, peut-être, et sans doute son gagne-pain principal, un livre qu'il a publié en 1630 pour la première fois, Les Saintes Prières de l'âme chrétienne. Et donc ça, c'est un livre entièrement gravé, 160 feuillets, entièrement gravés recto et verso. Alors gravé en fait sur plusieurs pages, 16 pages sur une feuille, hein, puis après on plie. Donc ce sont des grandes plaques sur lesquelles plusieurs pages sont gravées à la fois. Et le tout avec une variété d'écritures extraordinaires, hein, d'une prière à l'autre, quand on passe des litanies des saints aux prières pour la communion, etc. À chaque fois, on change d'écriture. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici comment on procède pour des problèmes techniques de reproduction de la calligraphie en gravure. En particulier, le problème épineux des traits épais noirs. Hein, parce qu'en gravure, vous pouvez faire des lignes, vous pouvez faire des hachures, mais c'est très difficile d'avoir des surfaces noires. Et donc, dans la calligraphie française, à partir des années 1620, il y a précisément des gros traits noirs. Hein, c'est ce qu'on voit un peu dans son livre avant aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle la plume à traits dans la calligraphie française, c'est-à-dire des plumes distinctes de celles qui font le texte. Hein. C'est une plume plus grosse, avec une fente plus longue. Vous pouvez appuyer plus fort, et ça vous fait des gros traits noirs. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à obtenir ces noirs en gravure. Et on voit ici comment il fait, en fait, quand c'est moins ancré, on voit qu'il y a en fait des hachures au fond du creux, hein, pour retenir l'encre. Et donc ça, voilà, il y a une part d'inventivité technique très importante aussi. Et ce petit livre, alors, c'est une merveille. Il était imprimé en 1630 et réimprimé encore après la mort de Moreau jusqu'en 1656 au moins. Hein, donc là aussi, là, au moins un quart de siècle. Alors, enfin, voilà le travail de Moreau comme typographe.
Il a fait donc ces caractères avec lesquels il a imprimé une trentaine de livres, pas plus, à partir de 1643. Ensuite, il a été en butte, semble-t-il, à l'hostilité de la communauté des imprimeurs de Paris, qui disaient qu'est-ce que c'est que ce type qui n'est pas de notre corporation, qui vient faire des choses qu'on ne fait pas. Et donc, il semble avoir été assez malheureux et assez désargenté pendant un certain nombre d'années. D'ailleurs, il change d'adresse sans arrêt. On voit qu'il doit déménager à la Cloche de Bois sans arrêt. Et ici, un exemple de l'usage de ces caractères typographiques, précisément, encore une fois, pour faire un alphabet pour apprendre à écrire, pour les enfants. À promptement lire et écrire, encore une fois. Donc là, on a à la fois des caractères italiques, disons, ce qu'on appelle la bâtarde italienne, et des caractères à la française, ici plus gothiques. Alors, ce qui est particulièrement important aussi, quand on regarde Moreau, c'est que l'œuvre de Moreau, qui commence dans les années 1620 et continue jusqu'aux années 1640, enjambe en fait une date charnière de l'écriture en France qui est 1633, qui est la date à laquelle le Parlement abolit tous les modèles d'écriture qui étaient en usage jusqu'alors et impose au maître écrivain de mettre au point un modèle pour l'écriture à la française, un modèle pour l'écriture italienne, et on n'en sortira pas. Parce que, comme dit le Parlement, c'est un arrêt du Parlement du 25 juillet 1632 qui convoque les maîtres écrivains et qui leur dit « arrêtez tout, on n'arrive plus à rien lire ». Alors, ceux d'entre vous qui ont l'habitude des archives du début du XVIIe siècle savent de quoi ils parlent, mais c'est rassurant de voir que les contemporains eux-mêmes n'y comprenaient plus rien. Et donc, voilà, j'entends un cri du cœur. Et donc, en 1633, il y a de nouveaux modèles. Le modèle de bâtarde italienne, c'est donc celui qu'on voit ici, et les modèles d'écriture ronde française, ou financière, comme on dit aussi, qui est celle qu'on voit ici. Lui dit simplement autre alphabet, mais c'est vraiment les deux types. Et donc on voit comment les livres publiés avant 1633 sortent du commerce parce qu'ils sont périmés, et on se met à faire de nouveaux livres, mais pas tout de suite, parce qu'on n'a pas de graveur. On n'a pas tout de suite le bon graveur. Alors il y a Moreau qui travaille pour lui-même, mais les autres attendent. Et ils attendent jusqu'aux années 1640, milieu des années 40. Et là apparaît un graveur qui s'appelle Robert Cordier, qui était spécialisé en cartographie, et qui apparaît comme le génie de la reproduction de l'écriture, et chez qui tout le monde, à partir de ce moment-là, se précipite. Parmi les plus importants, enfin le livre le plus important produit à cette époque-là, mais à la fin des années 1640, est ce livre de Louis Barbedor, qui était le syndic de la Corporation des maîtres écrivains parisiens, et qui était celui qui avait mis au point précisément pour le Parlement le modèle d'écriture à la française. C'est un autre maître qui s'appelait Étienne Le B qui a fait le modèle à l'italienne. Mais les deux modèles sont représentés dans le livre de Barbedor. Ce livre de Barbedor qui est republié pendant plus de 50 ans. Les écritures financières et italiennes bâtardes, livre in plano, un monument, 60 planches. L'écriture financière dans sa naïveté, c'est l'écriture à la française, avec une richesse d'ornements, à la fois très riche et très maîtrisée. Il y a une énergie et une mesure dans l'écriture de Barbedor qui est extraordinaire et qui est rendue comme personne par la gravure de Robert Cordier. Et Robert Cordier s'était fait connaître par des gravures de cartes comme celle-ci, dans lesquelles on voit que l'écriture est parfaite. Alors, il avait eu de l'entraînement, il avait fait des dizaines de milliers de noms de villes sur ces cartes. Celle-ci de 1651. Et donc ça, c'est vraiment dans les années 40 et 50 le coup de départ d'une nouvelle génération de livres d'écriture à la française. Dans la génération suivante, alors ce qu'on peut observer au tournant des 17e et 18e, c'est le développement. Enfin, il y a parmi les livres les plus importants, il y en a qui sont produits par des calligraphes graveurs et des graveurs calligraphes. À la fois des calligraphes qui se gravent eux-mêmes et des graveurs qui, à force de travailler pour des calligraphes, finissent par prendre le coup et font leurs propres livres. Parmi les plus importants, le plus important à la fin du XVIIe, c'est Louis Senot, qui publie, alors lui, des dizaines de livres, qui est un élève de Barbedor. Les rares écritures financières et italiennes bâtardes. C'est un livre, c'est un folio de 35 cm de haut. Vous voyez l'échelle, ça c'est l'écriture la plus fine produite par Senot. Et là, c'est à la fois un chef-d'œuvre de calligraphie et un tour de force de gravure. Et c'est vraiment voulu comme ça. Ce sont des lettres qui font peut-être moins d'1 millimètre de hauteur. Et qui sont rendues avec une finesse dans le plein et le délié qui est inimitable.
Senot, comme Moreau, se met au livre gravé de prières. Et là, on voit que les modèles directs, ce sont les livres de prières, les manuscrits de prières de luxe produits par Nicolas Jarry à l'époque de Louis XIII et Louis XIV, et ensuite par des successeurs dans le même style. Et vous voyez, c'est intéressant de voir en retour comment les livres de Jarry imitaient la typographie. Là, c'est fait à la plume, mais c'est fait pour être aussi précis et plus précis, si possible, que la typographie. Des livres peints, dorés, très décorés. Et Senot se lance dans une surenchère de gravures ornementales pour faire des livres de... Alors ça, c'est un livre qui est grand comme ça, à peu près. Il doit faire 7 cm de haut. Et il est d'une virtuosité de gravure. Il en existe, je crois, 4 exemplaires. J'ai eu la chance d'en trouver un. Mal identifié pour un prix raisonnable. Et c'est un livre absolument... ça, c'est un trou de verre. Vous voyez, un tout petit trou de verre. Voilà, ça vous donne l'échelle. Alors ça, c'est son premier livre, très baroque. Il en a fait 4 en tout. Et le dernier, au contraire, est d'un classicisme Louis XIVien. Il sort en 1685. Voilà la page de titre, qui n'est pas le premier état, mais un état qui a été tiré pendant longtemps. Et vous voyez le décor, tout en noir et blanc. Il y a des exemplaires mis en couleur aussi. Mais alors là, contrairement à Moreau et à toutes ces variétés d'écriture abolies en 1633, tout est écrit en bâtarde italienne, de la première à la dernière page, et en capitale romaine, d'un classicisme absolument parfait. Et donc ça a eu un succès énorme. Ça a été imité en Allemagne, au Portugal. Ça a été réimprimé jusqu'après le milieu du XVIIIe siècle. Et c'est peut-être le chef-d'œuvre de la calligraphie française de cette époque-là. Senot, entre autres, a aussi gravé pour un autre maître de la même époque qui s'appelle Jean-Baptiste Allais de Beaulieu. Ça, c'est encore un bel exemple de livre qui a eu une longue durée. Il est sorti en 1680. Et c'est un livre qui a révolutionné la pédagogie de l'écriture. Bon, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est un livre qui présente méthodiquement un apprentissage de l'écriture. Et qui est important dans les rapports entre la calligraphie et la typographie aussi, parce que dans les années qui suivent, vous savez, il y a la commission Jojon qui se réunit, qui est chargée de créer pour Louis XIV un nouveau caractère typographique majestueux et français, qui sera le romain du roi. Et dans les discussions de la commission Jojon, c'est une organisation très française, on réunit des intellectuels, ils vont faire ensemble une typographie qui ensuite devra être corrigée par un typographe, parce qu'ils auront fait les choses de manière trop intellectuelle. Et dans les discussions de la commission Jojon, dans les procès-verbaux, il est écrit pour l'italique, regardez comme modèle la planche 14 du livre de Jean-Baptiste Allais, qui est précisément celle-ci, où on voit les exemples de bâtardes italiennes faites par Allais. Et finalement, ils ne prendront pas ça, ils inventeront plutôt un romain penché, donc quelque chose qui est vraiment d'avant-garde. Mais en tout cas, le livre d'Allais faisait partie des discussions. Ce qui est extraordinaire, le livre d'Allais, c'est c'est un livre donc 1680, réimprimé jusqu'en 1720, et un exemplaire d'un dernier état. Si on revient en arrière, ici, vous voyez Allais de Beaulieu, maître. Là, il y a écrit maître, ici. C'est un M et un E extrêmement stylisé. Maître, donc dans le premier état, par tout le royaume de France, et j'ai trouvé miraculeusement, il n'y a pas longtemps, chez un libraire, par toute la République de France. Ce qui veut dire que c'est imprimé après 1792. Donc vous avez plus d'un siècle d'impression. Et ça, c'est un exemplaire unique avec les plaques retaillées, etc. Donc encore une surprise bibliographique. Dans les mêmes années aussi, toujours 1681, là, c'est là qu'arrive le premier recueil de facsimilés paléographiques, avec Jean Mabillon, donc le savant bénédictin qui écrit son De Re Diplomatica, son traité de la critique des documents, dont le livre 5 est entièrement consacré à l'histoire de l'écriture. Et il fait graver 58 planches grand format par un graveur, mais qui lui n'est pas du tout spécialiste en écriture. Il s'appelle Pierre Giffard, il grave tout ce que les bénédictins lui demandent pour leurs travaux savants. Et on voit que la qualité de gravure est nettement inférieure dans l'écriture. Ce qui est fascinant, c'est que pour certaines écritures, celle-ci notamment, enfin pour celle-là et puis une autre, Mabillon reprend des documents anciens dont il n'a pas vu les originaux, mais qu'il copie d'après le manuscrit de Hamon, qui est conservé à la BNF. Il le dit. Il
Il dit qu'il a pris ça dans les notes de Hamon. Et donc ça, c'est un document qui est censé être le testament de Jules César. Bon, évidemment, l'identification n'était pas tout à fait juste, mais le dessin est fait d'après Hamon. Donc il y a des filiations aussi comme ça. Voilà. Alors à la même époque, on voit vraiment se préciser l'existence d'une profession du graveur en lettres, hein, qui grave. Alors c'est très lié à la cartographie. Hein, c'était déjà le cas avec Robert Cordier. Et là, on a Claude-Auguste Béret autour de 1700, qui grave des cartes aussi, mais qui grave aussi des pages de titres pour des livres de luxe, les fêtes pour Louis XV, etc., et qui grave ses propres livres d'écriture. Et puis il grave des livres d'écriture pour des maîtres italiens. Vous voyez, la réputation des graveurs parisiens est telle qu'on a ici ce livre italien gravé par Béret à Paris. Hein, ça fait partie du prestige qu'on veut donner à ce livre. Et si on regarde si on compare les gravures avec les originaux, comme on a parfois l'occasion de le faire, encore une fois, on peut noter à la fois la très grande fidélité et le décalage malgré tout entre les deux. Début du XVIIIe siècle, c'est aussi l'époque du plus grand calligraphe français de l'époque, qui est Louis Rossignol, qui met au point un troisième type d'écriture qu'on appelle la coulée, bon, qui est plus cursive que les deux autres autorisés jusque-là. Et voici un exemple de l'écriture de Rossignol, ça c'est un exemple de ronde, pas de coulée, et la gravure correspondante. Hein, ça permet encore une fois... Alors c'est difficile à comparer parce que l'encre a pâli aussi, hein, elle n'est plus aussi noire qu'à l'origine. Mais on voit... voilà. Et Rossignol, ce qui est fascinant chez Rossignol, c'est qu'il n'a jamais rien imprimé, mais que dès qu'il est mort, on s'est mis à imprimer des livres sous le titre de Rossignol, sous le nom de Rossignol, tellement il était célèbre, y compris des choses qui n'avaient rien à voir avec Rossignol, parce que c'était le nom qui était porteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent le blog, enfin des trésors de la bibliothèque Diderot de Lyon. J'ai fait un certain nombre de notices là-dedans, justement sur des livres, des pseudo-Rossignols et des vrais Rossignols, publiés au XVIIIe siècle. Et dans le style de Rossignol, en fait, on a aussi beaucoup d'autres livres, dont celui-ci, qui est un très rare, un unique exemple de livre d'écriture au XVIIIe imprimé à Lyon. Sinon, à Paris, après 1633, tous les livres d'écriture sont parisiens. Hein, Paris a vraiment repris la main avec cette réforme et les modèles viennent de Paris. Exceptionnellement, ici, Lyon, avec un calligraphe lyonnais et un graveur lyonnais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les modèles produits à Lyon sont de bâtarde et de coulée, et il n'y a pas de ronde. Et on comprend pourquoi en lisant un livre, un grand et beau livre d'écriture publié en 1787 à Versailles, par un maître qui s'appelle Defargue, qui se fera appeler Defargue une fois qu'il est à la cour, et puis qu'il est réuni à nouveau quand c'est la Révolution. Et lui, il nous donne... Alors ça, c'est la page de titre gravée en mode typographique, hein, gravure imitant la typographie et ensuite gravure vraiment calligraphique. Et il donne dans son texte, bon, je ne lis pas en entier, mais il explique, alors lui, il a fait carrière, c'était un maître itinérant, il était en Bourgogne, etc. Après, il finira à Nantes sous la Révolution comme un enragé, à l'époque des noyades de Nantes, etc. Puis il se fera chasser de son école pour comportement indécent avec les enfants, dit-on. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais au moment où il pensait être enfin tranquille et où il avait réussi à se caser à Versailles avec Monsieur Frère du Roi et à faire son beau livre, il explique qu'à Paris, on fait des livres où on a la ronde, la bâtarde et la coulée, mais qu'à Lyon, au contraire, il a été pendant plusieurs années maître écrivain à Lyon, dans la plupart des villes de commerce, on débute par la bâtarde à cause de son analogie avec la coulée, le plan et l'inclinaison, etc. Il dit, et la ronde, nous, on n'en a pas besoin. La ronde, c'est pour les Parisiens, c'est pour faire des actes administratifs. Hein, donc il y a vraiment une déformation de l'image qu'on peut avoir de l'écriture en France quand on ne regarde que les modèles parisiens. Et là, avec ces Lyonnais, on voit vraiment quelque chose d'un peu différent. Voilà, et donc ça nous amène à la fin de l'Ancien Régime. Et les techniques, à partir de là, commenceront à changer à nouveau alors, au début du XIXe siècle avec deux choses. D'une part, alors, premièrement, une nouvelle typographie imitant l'écriture calligraphique qui est l'anglaise. Hein, l'écriture anglaise arrive dans les modèles calligraphiques à la fin du XVIIIe. Et là, on est en 1806. On a la page la plus célèbre dans ce genre qui est celle faite par une dédicace, préface, d'un Virgile par Firmin Didot à son frère Pierre. Et vous voyez une écriture
cursive, penchée, liée, etc., mais qui est produite par des moyens techniques très compliqués, puisque dans l'anglaise, vous avez des filets qui joignent les lettres, qui lient les lettres, mais si vous aboutez 2 filets en typographie, ça va se voir. Il peut être un peu décalé, il va y avoir un trou. Et donc, ce premier essai d'anglaise typographique est constitué non pas de lettres séparées, mais de traits qu'on compose pour faire des lettres, de manière qu'un trait maigre vienne toujours buter dans un trait gras, pour cacher les... Et donc, c'est très, très compliqué, évidemment, à utiliser aussi. Et c'est ce qui nous ramène à l'image qu'on a vue au début. Vous voyez ici, alors il est dessus-dessous, c'est peut-être pas idéal, mais vous voyez un G suivi par le premier trait d'un N. Je crois qu'il y en a un autre au-dessus dans le même genre, mais bon. Ouais, bon, il faut le temps de le retrouver. Enfin, vous voyez le principe. Et donc là, dans ces poinçons, précisément, on a toutes sortes de ligatures, mais en particulier ici pour l'anglaise, avec cette demi-lettre. Donc ça, c'est une chose. Après, on trouvera moyen de faire l'anglaise de manière plus simple. Et on en fait à nouveau, ça c'est exceptionnel, mais à Bordeaux au moins, un livre de modèles d'écriture fait en typographie, avec des typographies de ce genre-là. Deuxième nouveauté, l'arrivée de la lithographie, qui permet de faire des tirages beaucoup plus importants, de manière plus économique, mais avec une finesse qui n'est pas exactement la même. Et jusqu'au milieu du 19e, même un peu au-delà, on continuera à graver des modèles d'écriture, des livres de luxe d'écriture en gravure au burin. Mais avec la lithographie, ce qu'on voit arriver, c'est un nouveau genre d'écriture, un nouveau genre de livre d'écriture beaucoup plus modeste, le petit manuel scolaire, si vous voulez, petit format, comme ici, exemple d'écriture anglaise, 1817. Et c'est le premier que je connaisse en France qui est fait de cette manière. Voilà. Bon, mais voilà, je m'arrête là avec une image qui est de la bibliothèque Diderot, justement, et qui est, on pourrait en parler longtemps aussi, c'est un manuscrit que j'ai cherché pendant des années, et je ne suis pas le seul, qui était connu au musée pédagogique à Paris au XIXe siècle, qui est passé dans les collections de ce qui est devenu ensuite l'Institut national de recherche pédagogique, et qui ensuite a disparu, et que j'ai fini par retrouver en mettant sur la piste une des conservatrices de la bibliothèque qui l'a retrouvé sous une fausse cote, etc., qui est un manuscrit de plus de 500 pages avec des biographies de tous les calligraphes français par le plus grand collectionneur du 19e siècle, Poujade, qui est une source extraordinaire sur la biographie de tous ces gens dont on a vu passer simplement quelques noms. Et donc voilà, c'est une raison de plus pour laquelle j'ai passé 8 jours à Lyon l'année dernière dans la bibliothèque Diderot, donc, parce qu'il y a à la fois une extraordinaire collection de livres de calligraphie, n'hésitez pas à aller les voir, et puis grosse cerise, citrouille sur le gâteau, ce manuscrit qui était perdu pour les historiens et qui est désormais retrouvé et qui est une mine d'informations sur tous ces gens. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce passionnant exposé. On a encore quelques minutes pour s'il y a quelques questions. Merci, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'impression donc sur bois de la calligraphie en Asie? Pardon, en Asie. Oui. Ah oui, alors ça c'est évidemment... Les débuts de l'imprimerie, en oui, fait. Oui, tout le rapport avec la typographie asiatique, évidemment les premiers caractères... ce qui précède en partie la typographie, c'est déjà de la gravure sur bois, xylographique. Alors, en Asie avec des caractères mobiles de bois, et puis en Occident avec des livres xylographiques qu'on imprimait page par page en gravant la page entière avant de découvrir le procédé plus économique du caractère mobile. Mais effectivement, oui, on pourrait faire remonter bien au-delà. Et de la même façon, bon, après, on ne va pas faire un cours sur l'invention de la typographie, Gutenberg et tout ce qui précède techniquement, mais le poinçon dont j'ai parlé aussi, j'y ai fait allusion, le poinçon était déjà connu par les orfèvres pour marquer leurs œuvres.
Et on a des échanges potentiels, toujours possibles, hein, entre toutes ces techniques. Je connais des actes notariés, par exemple, au XVIIe, imprimés, enfin gravés, je veux dire, enfin signés avec une signature qui est faite avec un poinçon gravé par un fabricant de cuir orné, voilà, et qui se sert de ce poinçon sur ses cuirs, et qui là met de l'encre sur son poinçon et signe son acte notarié. Voilà, donc les mélanges techniques sont parfois imprévus, hein, et toujours surprenant. Mais effectivement, oui, alors je ne veux pas entrer dans les détails et j'en serais bien incapable, hein, des origines de l'imprimerie en Asie, mais évidemment, il ne faut jamais parler des origines de l'imprimerie comme si tout était parti simplement de chez nous. Sauf que l'invention qu'on en fait chez nous est refaite, disons, à partir de zéro. Il y a peu de chances que Gutenberg ait été au courant de ce qui se faisait à l'autre bout du monde. Voilà. Mais effectivement, il y a des analogies, en tout cas, certaines. Mais la Corée prétend avoir fait le premier livre au monde et le fait savoir urbi et torbi dans tout le monde entier et invite des tas de gens à aller le voir. Ça leur coûte une fortune, mais ils veulent absolument qu'on le reconnaisse. Oui, ils ont bien raison. Oui, c'est une question pratique. Puisque vous avez passé 10 jours à la bibliothèque Diderot, ils viennent d'où ces livres? Ils viennent de Paris, puisque les bâtiments sont modernes. Oui, c'est la collection. Alors, c'est la collection du musée pédagogique, hein, qui a été partagée, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué aujourd'hui. J'ai fini par comprendre le principe du partage. Les livres complets sont venus à Lyon, et tout ce qui était en pièces détachées, planches, y compris parfois des livres qui sont complets, mais qui sont décousus, est parti à Rouen, au Musée national de l'éducation, hein, où j'ai passé aussi une semaine à classer là, une par une toutes ces planches. Et donc tout ça, dans l'ensemble, c'est la collection du musée pédagogique. Et ça vient en partie des deux grands collectionneurs du XIXe siècle, qui étaient Jean-Pierre Poujade, donc l'auteur de ce manuscrit, et Guillaume Taupier, qui a repris la collection de Poujade. Voilà, la dispersion de la collection de Taupier, des choses qui sont arrivées au musée pédagogique. Voilà. On pourrait faire toute l'histoire des collections, c'est très intéressant aussi. Depuis le XVIIIe siècle, les calligraphes ont collectionné la calligraphie, hein, et on peut retracer comme ça la vie de certains livres sur plusieurs siècles. D'ailleurs, aujourd'hui, au musée de l'imprimerie, l'exemplaire que vous avez vu de Desmoulins, il y a écrit Rochon sur la couverture. Ce Rochon, c'est pas n'importe qui, c'est un secrétaire du cabinet du roi dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc c'est intéressant de voir que lui aussi collectionnait, hein, ces livres d'écriture anciens. Bonsoir Marc, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Merci. J'étais juste curieuse de savoir d'où venaient les poinçons qui sont à l'écran. Alors ces poinçons, sauf erreur, appartiennent à Rémi Jiménez. Mais je ne sais plus très bien d'où ils sortent. Je me demande s'ils ne sortent pas du Rhône ou si ce n'est pas une trouvaille archéologique. On voit qu'ils ne sont pas encore nettoyés là. Il faudra demander à Rémi. Oui, il m'a montré ça il y a un moment. Et à propos des caractères du Rhône, il s'est vendu aux enchères il y a 6 mois à peu près 22 caractères en plomb du XVe siècle trouvés dans le Rhône, qui était la suite de ce qui existe déjà à la BNF, où il y en a 220. C'est peut-être moi qui fais une confusion à cause de ça. Oui, et ils se sont vendus. Alors on a évidemment enchéri. Mais on s'était mis une barrière qui n'avait rien à voir, parce que c'est parti à 52 000 €, Oula. Ce qui faisait 65 000 avec les frais. Ah oui. Et où est-ce que c'est parti, on le sait? Un particulier, c'est tout ce qu'on peut savoir. Peut-être d'Arabie Saoudite ou je ne sais où. Eh bien. Une autre question? Oui, j'avais une curiosité sur les textes en forme de labyrinthe de 1520. Quel type de texte? Est-ce qu'il y avait des textes spécifiques Alors, il n'y a pas de texte spécifique à ce genre de mise en page. Les textes sont plutôt spécifiques aux différents milieux. Hein, et donc, en général, les livres allemands, c'est du texte biblique. Hein. Beaucoup de textes bibliques et puis de textes moraux plus généraux. Oui. Et puis après, il y a des labyrinthes tout à fait comparables. À la fin du XVIe, qui peuvent être soit là aussi selon les milieux, des textes bibliques ou des textes classiques, d'auteurs classiques, etc. Mais là, je ne veux pas vous dire une bêtise, hein, mais je pense bien. On ne va pas s'amuser à le lire, mais qu'est-ce que ça raconte?
Die Reinigung unserer Sünden. Si, c'est des textes religieux, la purification de nos péchés, etc. Alors c'est peut-être pas la Bible, mais ce sont des textes religieux. Ornementaux. Non, non, effectivement. Là, le texte sert de matériau brut pour faire de la calligraphie, vraiment. C'est vraiment la forme qui prime ici. C'est pas pour apprendre à un enfant, il deviendrait fou de pauvre. Pardon ? Ah, pour méditer. Oui, parfois l'écriture difficile à lire peut être un moyen de se forcer à entrer dans le texte, comme dans des calligraphies médiévales, où le début du texte est volontairement compliqué pour vous obliger à entrer dans le texte en réfléchissant. Là, c'est vraiment essentiellement des exercices de virtuosité quand même. Mais dans la tradition allemande, il y a à la fois les professionnels et puis il y a une grande tradition d'amateurs de calligraphie, peut-être plus que dans d'autres pays, et qui est très généralement dans les pays protestants. Alors, là, c'est un peu tôt encore. C'est beaucoup de textes bibliques, c'est vraiment la tradition germanique. Oui. Et en Angleterre en partie aussi, avec des huguenots comme Beauchesne donnent aussi des textes bibliques aussi. Alors que les Français, eux, ils donnent des actes administratifs. On voit que le public, c'est l'apprentissage, c'est vraiment destiné. Alors, il y a des livres pour les enfants aussi, avec les textes moraux et autres, mais les livres plus ambitieux, c'est directement pour des secrétaires, des greffiers, des clercs des finances. C'est vraiment le public visé. La toute dernière question, si elle est courte, et si la réponse est courte également. Oh, on a encore 10 minutes, là. Pour le train, je ne suis pas trop inquiet, non? Je connais moins la circulation lyonnaise que vous.